Alors, nous allons commencer ce webinaire en vous sollicitant. Je vais vous faire travailler en répondant à la première question de ce webinaire, si vous voulez bien me donner la main. Voilà. Qui est comment vous qualifieriez en un ou deux mots, comme c'est dans le chat, évitez des phrases trop longues, en un ou deux mots ce que vous n'aimez pas dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Okay. Donc, comment vous qualifieriez individualisme? Merci Gilles. Voilà, ça va très vite. Pas assez sensible, matériel, individuel, incertitude, superficialité, contraint, violence, inégalité, non-dit, rapidité, individualisme, égoïsme encore, manque de respect, éphémère, égoïsme encore, compétition, manque de respect à nouveau, pas de temps, manque de bienveillance, manque d'empathie, manque de considération, distanciation sociale, oui, manque de transparence, financier, incertitude, infantilisme, vitesse. Ok. Bon, je me sens moins seul en écoutant vos réponses. Et ça me permet de prendre la température de l'auditoire. Pour démarrer ce webinaire, je voulais aussi vous partager la genèse de ce webinaire. En fait, quand Séverine m'a contacté en me demandant si je souhaitais faire un webinaire pour le SC, au départ, je n'avais pas d'idée. Et puis, ce qui m'est venu, c'est que le premier confinement avait créé des aspirations d'un monde d'après, d'un monde différent, d'un monde nouveau, peut-être moins justement dans ce que vous avez pu décrire dans le chat. Et puis, au déconfinement, nous avons peut-être pour certains vu apparaître des désillusions, que les 2 ou 3 mois de confinement n'ont pas suffi à créer ce changement du monde d'après. Et puis, le deuxième confinement, moi, m'a plutôt donné l'idée qu'il y avait une forme d'agitation. Le Covid sur toutes les chaînes, le gouvernement qui prend plein de décisions, les journaux beaucoup dans l'émotionnel, des vidéos sur les réseaux sociaux qui proposent, des gens inquiets, donc beaucoup d'agitation. Et c'est à partir de là que j'ai voulu construire ce webinaire qui, à la différence peut-être d'autres conférences que vous avez pu suivre avec moi, aura sûrement plus de questions que de réponses. Et pour lequel, comme pour les précédents, je vous invite vraiment à vous sentir libre de partager ou pas les points de vue que je vais développer, en sachant que je ne suis moi-même pas forcément à l'attendu des points de vue que je vais développer, je suis un être en chemin, que ces points de vue peuvent être peut-être dérangeants aussi pour certains d'entre vous, et que je me souhaite de ne pas tomber dans l'écueil des pièges que je souhaite éclairer sur ce webinaire. Alors, j'enlève un truc parce que... Hop, voilà. OK. Alors, ce qui m'a donné envie de faire ce webinaire, c'est des réactions que j'ai observées, notamment sur les réseaux sociaux, au moment du déconfinement, et notamment un qui, lui en particulier, c'est ce qu'il montrait, c'est des gens qui se sont agacés, insurgés contre des personnes qui avaient fait le choix, à la sortie du confinement, d'aller à McDonald's et de se trouver dans une file d'attente où apparemment il y avait 3 heures de file d'attente. Et j'ai été heurté en fait de voir l'agressivité des commentaires qui pouvaient être faits sur ces personnes qui avaient fait le choix d'aller à McDonald's. Et quand je dis agressivité, il y a même des commentaires qui invitaient à être violents avec ces personnes-là. Et du coup, ça m'a questionné sur le lien qu'il peut y avoir entre le monde auquel nous aspirons et la manière dont nous allons mettre en musique, en mouvement, cette aspiration. Et ce que je voulais vous partager, c'est que nous ne tombons jamais plus haut que la hauteur de nos illusions. En effet,
Si je suis déçu de ce qui se passe après 2 mois de confinement, c'est qu'il y a une part de moi qui imaginait qu'en 2 mois, nous allions révolutionner notre manière de consommer, de relationner. Et ça, c'est une illusion qui nous est propre, parce que si vous avez déjà cherché à vous changer vous-même, vous avez pu repérer que ça ne se fait pas en 2 mois. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Si vous voulez faire évoluer un groupe plus grand, comme un couple d'amis, un couple tout court, une famille, une équipe, un service, une entreprise, vous savez que c'est encore plus long. Donc un changement à l'échelle d'une société, éventuellement un changement à l'échelle du monde, c'est forcément plus long que 2 mois. Et je ne pense pas que le deuxième confinement suffira à permettre l'avènement de ce monde auquel nous aspirons. C'est un travail de longue haleine, c'est plus un marathon qu'autre chose. Et puis, je suis tombé sur cette phrase de Jean-Paul Goude qui dit que le mouvement collectif parfait n'existe pas à cause de la différence de point de vue. C'est-à-dire qu'il y avait cette aspiration à un monde d'après, mais peut-être pas la conscience qu'il n'y aura pas un monde d'après, puisque chacun d'entre nous peut aspirer à un monde qui est différent. Et donc le monde d'après, il va se construire avec ce que chacun va amener de ses désirs, de ses limites, de sa capacité à avancer, de sa capacité à se remettre en cause. Et puis j'ai aussi eu envie de partager des choses qui m'ont fait réagir, encore une fois, sur ces fameux réseaux sociaux. J'allais presque dire duquel je suis coupé depuis le mois de septembre pour des raisons techniques, avec le paradoxe qui est que parfois, en pensant bien faire, nous allons semer l'inverse de ce que nous voudrions récolter. Et par exemple, j'ai croisé des gens qui, sur des posts ou en reroutant des posts, étaient sur des injonctions du genre « réveillez-vous ». Et moi, quand je lisais ça, ce que j'entendais, c'était penser comme moi. Comme si la personne qui disait ça, elle avait tout compris du Covid, de la situation, et qu'elle avait raison, et donc il fallait penser comme elle. J'ai croisé une variante. Alors, je l'ai cité de mémoire, mais c'était relativement proche de ça. Voilà le post que j'adresse à toutes les personnes, tous les moutons qui vont se faire vacciner. Sous-entendu, faites comme moi, c'est moi qui ai raison. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que les premières injonctions faisaient référence au fait que nous serions dépendants d'un courant de pensée, d'une philosophie, d'un pouvoir. Et en même temps, ces injonctions, elles nous amènent à être contre-dépendants, une dépendance à l'opposé, qui est quand même une dépendance. Donc ça ne contribue pas à développer notre autonomie, notre niveau de conscience. En fait, pour moi, ça nous invite simplement à changer la personne ou le groupe auquel je donne du pouvoir. Mais dans les deux cas, ce n'est pas mon propre pouvoir qui est en jeu. Et puis, je voulais partager aussi que dans la manière dont nous agissons, dans la façon dont nous portons notre attention sur quelque chose, nous aurons tendance à développer ce sur quoi nous portons notre attention. Si vous portez votre attention sur ce qui ne va pas dans votre vie, vous aurez tendance à voir que cet aspect-là de votre vie augmente. Si vous portez votre attention sur ce qui va bien dans votre vie, vous aurez l'impression que cette partie-là augmente dans votre vie. Et j'ai vu la même chose avec des gens qui disaient attention, par exemple le gouvernement ou les médecins ou je ne sais trop qui, vous dit que ce virus est mortel, qui tue tant de personnes, qu'il a tel problème, et que, en fait, on cherche à générer chez vous de la peur pour vous manipuler. Sauf que le message, c'est bien effectivement que l'intention des personnes qui utilisent ce message-là serait de vous manipuler. Sauf que quand on vous parle du fait que vous pourriez être manipulé, ça va générer quoi? De la peur. Donc en fait, dans les deux cas, nous allons être coincés dans quelque chose qui est en lien avec la peur. Ce n'est pas aidant de rester dans cette peur-là. En même temps, les gens qui utilisent le levier de la peur, quel que soit leur bord, savent entre autres que la peur est beaucoup plus puissant pour nous amener à bouger que la recherche de la joie, du plaisir ou du bonheur. Donc c'est probablement pas innocent qu'effectivement, je vais presque dire, dans les différents bords qui peuvent s'exprimer autour de cette crise, il y ait une récurrence de la peur. Et je suis convaincu que l'addition de ces peurs ne fait qu'amplifier le problème, ça ne résout rien. Ça ne me semble pas être la bonne direction. En même temps, l'idée, ce n'est pas de rejeter la peur. La peur est un bon serviteur et un mauvais maître.
Simplement, il y a deux peurs à distinguer et vous pourriez faire ça avec n'importe quelle autre émotion. Il y a une peur saine. Une peur saine, c'est par exemple, vous sentez qu'une peur se réveille en vous parce que vous êtes en train de vous approcher d'un Rottweiler et votre désir de caresser tous les chiens pourrait vous donner envie d'aller caresser ce Rottweiler qui tire sur sa chaîne, je sais pas quoi, moi, qui bave, qui grogne, et il y a une alarme en vous qui vous dit c'est peut-être pas un bon plan d'aller caresser le Rottweiler, et ça vous maintient en sécurité. Donc cette peur saine, elle va nous permettre de rester en sécurité, de mettre en place des protections. Elle est à un niveau suffisant pour que j'ai du discernement sur ce qui se joue vraiment, et je vais pouvoir, à partir de là, avoir une action juste. Et puis à côté de la peur saine, il y aurait une peur malsaine. Alors vous pourriez mettre des guillemets autour de cette peur malsaine. C'est la peur qui devient excessive, c'est la peur qui m'envahit. Et aujourd'hui, dans la gestion de l'information, le risque, c'est que nous passions d'une peur saine à une peur malsaine. C'est-à-dire une peur qui est une information à une peur qui m'envahit. Par exemple, si vous savez qu'il y a 2 avions qui ont percuté 2 tours au World Trade Center en 2001, ça c'est une information. Ça peut réveiller une peur, une envie de se protéger, et d'une certaine façon, c'est juste. Mais si vous êtes, comme moi à l'époque, resté devant les écrans et les journaux d'information continue et que vous avez vu des milliers d'avions taper des milliers de tours, petit à petit, cette peur saine est devenue une peur malsaine. Elle est devenue envahissante. Et aujourd'hui, quelle que soit la chaîne que j'allume, je vais rapidement tomber sur un reportage qui traite du Covid. Et des risques et des peurs et des tensions et des groupes qui s'opposent. Et le risque, c'est que j'ai plus simplement de l'information, je finis par être envahi par une émotion. Et dans la peur malsaine, ça va se traduire par de l'agitation ou par de l'inhibition. J'ose plus rien faire, j'ose plus sortir, j'ose plus parler à personne. Par de la destruction, alors la destruction, ça prend évidemment des tournures différentes. Ça peut être simplement je m'oppose, mais je ne construis pas. Ça peut être je vais mettre le feu à un bâtiment ou je vais aller me battre avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Dans le premier cas, dans la peur saine, ça nous permet d'agir. Dans la peur malsaine, je vais plutôt être en train de réagir. Par rapport à cette gestion de la peur ou d'autres émotions, je pense que nous gagnons à ralentir. Par exemple, regarder moins la télévision, prendre l'info dont j'ai besoin et couper la télé ou passer sur autre chose. Faire un pas de côté, prendre la mesure de peut-être ce qui se passe et notamment de ce qui se passe pour moi. Trouver des techniques pour restaurer ma paix intérieure. La paix intérieure, ça ne veut pas dire que je ne vois plus le danger, que je vais tout accepter, mais ça va me permettre d'être plutôt en train d'agir qu'en train de réagir. Et probablement que ce processus-là va nous permettre d'être davantage dans une action juste par rapport à cette peur malsaine. Je voulais à nouveau vous solliciter par une question du coup plus positive, qui est comment est-ce que vous qualifieriez, pareil en un ou deux mots, le monde dans lequel vous aimeriez vivre? Pareil dans le chat, en un ou deux mots, comment vous qualifieriez le monde dans lequel vous aimeriez vivre? Responsable, bienveillant, partagé, amour, sérénité, bienveillance, solidaire, plus optimiste, humain, bienveillant, solidaire, inclusif, j'aime beaucoup ce mot-là, fraternel, humain, calme, tolérant, un monde de sollicitude, humanisme, un monde plus détendu, oui, paisible, empathique, optimiste, réaliste, moins agité, plus calme, convivial, sûr. Bon, je ne vais pas tous les lire aussi, mais à nouveau, je me sens moins seul et j'ai vraiment envie de contribuer avec vous à ce monde-là que vous décrivez au travers des réponses que vous apportez. Alors, l'idée, effectivement, c'est plutôt d'être conscient de à quoi je veux contribuer plutôt que contre quoi je lutte. Et pour autant, savoir à quoi je veux contribuer, ça ne suffit pas.
Probablement, vous avez entendu un jour un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, je peux très bien avoir ces bonnes intentions-là que vous écrivez, et puis dans la façon dont je vais mettre ça en mouvement, en musique, je vais peut-être utiliser des comportements qui vont aller à l'encontre de mon intention de départ. Par exemple, je voudrais mettre en place de la bienveillance et je vais mettre ça en place avec peut-être de l'exigence ou même une forme de violence parfois vécue par l'autre. Et finalement, je finirai par contribuer exactement à l'inverse du monde auquel je voulais contribuer au départ. L'idée, c'est qu'en fait, au point de départ, il y a une prise de conscience sur le monde tel qu'il devrait être. À mon avis, le monde devrait être comme ça. Pour moi, il n'y a pas de vision meilleure ou moins bonne qu'une autre. Il y a peut-être des visions que je partage et des visions que je partage moins. Mais en tout cas, chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une vision de comment le monde devrait être, mais comme vous pouvez avoir une vision de comment votre entreprise devrait être, comment la société française devrait être, comment les relations humaines devraient se passer. Et là, je dirais globalement, je distingue 3 types de comportements. Une première façon de se comporter que je peux observer, c'est le désir d'avoir raison. Alors, si l'ordinateur vient me donner la main, voilà. Avoir raison, c'est-à-dire je veux convaincre l'autre, je veux parfois même contraindre l'autre. En fait, je suis tellement convaincu que là où je veux amener le monde ou les autres, c'est bon pour tout le monde, que je suis prêt à contraindre les gens pour faire ça. Il y a une autre façon, c'est de me dire, ah, je veux avancer vers ce monde-là, mais je ne veux pas avancer tout seul, et je vais vouloir coopérer avec mon interlocuteur. Et là, la démarche va être différente. C'est-à-dire plutôt que de faire admettre à l'autre qu'il se trompe et le forcer à se ranger à mon avis, je vais chercher les leviers, j'allais dire les leviers du changement pour l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, imaginons qu'un de vos souhaits, c'est que il y ait moins d'animaux tués parce que vous trouvez que la consommation de viande consomme beaucoup trop d'eau, que pour 1 kilo de protéines animales, on consomme beaucoup plus d'eau que pour 1 kilo de protéines végétales. Je dis ça, je ne suis pas un spécialiste, hein, admettons que ce soit vrai. Et vous êtes en face de quelqu'un qui en fait n'en a rien à faire de la consommation d'eau. Dans le premier cas, vous allez vouloir lui démontrer qu'il se trompe, que c'est important l'eau. Dans le deuxième cas, vous allez chercher qu'est-ce qui pourrait donner envie à l'autre de consommer moins de viande, et peut-être que vous allez découvrir que lui, ce qui l'intéresse, c'est la souffrance animale. Et bien, l'idée de la coopération, c'est d'aller chercher le levier présent chez l'autre qui pourrait lui donner envie de rejoindre le mouvement qui consisterait, par exemple, à consommer moins de viande. Et puis, pour moi, il y aurait une troisième façon, même si elles ne sont pas évidemment aussi étanches les unes entre les autres, c'est de viser le bien de l'ensemble, c'est-à-dire déjà raisonner en termes de comment je peux inclure tout le monde dans ma démarche. Comment je peux non seulement contribuer à quelque chose qui, de mon point de vue, va être bon pour tout le monde, mais en incluant chacun là où il en est. Vous voyez bien que dans la première méthode, si je veux absolument avoir raison sur l'autre, je vais plutôt avoir de la séparation, créer de la division. C'est ce que vous pouvez voir dans certains débats aujourd'hui à la télé, c'est ce qui peut se passer entre amis parfois quand nous sommes pro anti-masque, pro anti-vaccin. Ça crée de l'opposition. Au passage, c'est éventuellement ce que vous pouvez vivre aussi, sans aller jusqu'à l'échelle de la société, quand vous faites un repas de famille où vous êtes bien hydraté avant le repas, pas mal pendant, et qu'au moment du digestif arrivent des sujets aussi légers que la peine de mort, l'avortement, les gilets jaunes, le mariage pour tous, ou pour qui t'a voté aux dernières présidentielles. Il y a beaucoup cette idée d'opposition, c'est ce qui fait que régulièrement, il y a des tensions dans ces repas-là. Parce que moi j'ai raison, l'autre a tort, sauf que l'autre refuse de reconnaître qu'il a tort, donc ça crée de l'opposition. C'est un cheminement qui est exclusif, c'est-à-dire qu'il exclut ceux qui ne pensent pas comme moi. Et en fait, quand on exclut quelqu'un, on augmente sa résistance. C'est un système qui peut nous paraître rapide. En fait, il l'est si vous avez le pouvoir d'imposer aux autres. Si vous n'avez pas le pouvoir d'imposer,
ça risque d'être plus long finalement. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette vision du monde, c'est une vision du monde gagnant-perdant. Je veux gagner et je suis prêt à ce que l'autre perde. Si vous restez longtemps dans des postures gagnant-perdant, vous avez de grandes chances quand même de finir dans une posture perdant-perdant. Parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, l'autre n'aura pas ce qu'il veut non plus. A contrario, si nous tendons vers une philosophie qui cherche à inclure tout le monde, ben nous allons plutôt viser l'unité, le fameux bien de l'ensemble. C'est une démarche qui est inclusive. Comment je fais en sorte que chacun y trouve son compte, au mieux en tout cas. Nous cherchons l'acceptation. En sociocratie, on parle d'une démarche qui soulève le moins d'objections possible. Donc ce n'est pas un bisounours, on sera tous d'accord, mais au moins une démarche qui soulève le moins d'opposition possible. C'est une démarche qui est plus lente, qui va demander des allers-retours, qui va demander de se parler, qui va nous demander parfois d'apprendre à se parler. Et dans certains cas, qui va nous demander de travailler sur nous pour être capable d'être dans cette vision-là, de passer de la vision de gauche à la vision de droite. Et c'est ce qu'on appelle une vision gagnant-gagnant. Je voudrais revenir à mon exemple autour de cette file d'attente devant ce McDonald's. Alors, vous pouvez être heurté par ça pour différentes raisons, parce que c'est une multinationale, parce qu'elle est américaine, peut-être parce que pour vous, ce n'est pas une nourriture saine et bonne pour les gens. Et je voulais partager d'autres façons qui ont été employées pour gérer cette façon de s'alimenter ou de consommer, avec des façons qui, pour moi, luttent contre. Et quand je lutte contre quelque chose, je le renforce. Donc, par exemple, je suis tombé sur ces deux images. Une qui cherche à me culpabiliser en disant que si je mange un nugget chez McDo, alors je cautionne toute la politique mondiale de McDonald's. Donc là, soit vous êtes libre et du coup, ça ne vous influence pas et vous faites ce que vous avez à faire, soit vous êtes soumis et vous vous rangez à l'idée qui est développée ici, ne serait-ce que pour appartenir au groupe, être avec tout le monde. Ce n'est pas forcément votre élan premier, ou éventuellement vous allez aller devant tout le monde, vous dites que vous ne le faites pas, puis en cachette, tard le soir, masqué, ça tombe bien, vous allez récupérer votre Big Mac. Ou alors vous êtes rebelle, et le simple fait qu'on vous interdise ou qu'on veuille vous culpabiliser fait que vous allez aller consommer 2 fois plus. Je vais te montrer que je suis libre, je consomme 2 fois plus. Ce qui fait que, d'une certaine façon, le message qui est pour objectif de réduire une consommation aura comme conséquence possible que vous consommiez davantage. Et puis, il y a quelques temps de ça, j'ai vu l'autre publicité qui parlait de boycott, et à côté, j'ai vu une publicité qui parlait de boycott. C'est-à-dire plutôt que de pointer les structures vers lesquelles il ne fallait pas consommer, le message, c'était plutôt voilà vers quoi je vous invite à consommer. Là où nous en sommes, je voulais vous partager un proverbe que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement en gestion de conflits. Et je pense que de notre point de vue, enfin de mon point de vue, nous gagnerions à l'avoir en tête dans ces moments de tension que nous pouvons vivre. Être en colère, ça peut arriver à tout le monde et c'est facile. Mais exprimer sa colère à la bonne personne, avec la bonne force, au bon moment, à de bonnes fins et de la bonne façon, ça c'est autre chose. Et c'est pour moi ça qui va faire la différence. Ce n'est pas le fait d'avoir une cause, ce n'est pas le fait qu'elle soit juste, c'est la façon dont je vais y prendre pour la mettre en œuvre, pour l'incarner. Et voilà, j'avais envie de partager sur le même thème en fait, cet après-Covid, cette consommation, d'autres façons de communiquer qui m'ont plu davantage. Par exemple, cette affiche, j'imagine, qui propose des choses. Voilà, je peux fabriquer mes produits, je peux acheter avec des contenants qui se renouvellent, je peux être plus dans le prêt, je peux baisser le prêt d'outils, par exemple, je peux baisser la température de mon appartement. Et puis une autre qui proposait des prises de conscience avec des choses moi, qui m'ont fait sourire autour de Blanche-Neige, qui on propose de croquer une pomme moche au lieu de l'acheter.
Et puis, comme sur la conférence précédente, je voulais partager du Gandhi parce que ça fait partie des personnes qui m'inspirent. Et notamment cette phrase que je pense la plupart d'entre vous, vous connaissez, c'est « Soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde ». Si je veux un monde tel que vous le décrivez, alors je ne les ai plus parce que j'ai plein de bonsoirs d'un coup, mais bienveillant, harmonieux, tolérant, cool, et bien c'est comment moi je vais incarner ça dans ma façon de me comporter. Si je souhaite qu'il y ait une consommation plus locale, comment je vais incarner ça dans ma façon de consommer. Et l'idée, ce n'est pas de devenir un intégriste de ça, c'est aussi de reconnaître qu'à des moments, je ne serai peut-être pas à cet attendu-là. C'est d'être bienveillant, cool aussi avec soi quand nous ne sommes pas à cet endroit-là. Et peut-être que ça va nous demander encore une fois d'aller regarder nos ombres et de grandir en tant que personne pour pouvoir incarner ça. Donc, je suis convaincu que la crise que nous traversons, sanitaire, économique, et qui existe sur d'autres plans, elle a une vertu, c'est de nous bousculer et de nous inviter à cheminer. Chacun avec son niveau de conscience et ses propres capacités. Voilà, puis je voulais partager ces deux dernières façons de parler de consommation et d'alimentation, que voilà, m'ont vraiment plu. C'est une invitation à consommer local, et surtout celle de droite, qui est vraiment très simple, très pragmatique. Si tu peux, tu mets, si tu ne peux pas, tu prends. Pour résumer cette troisième voie, ou cette réflexion sur comment je veux contribuer, je voulais aussi partager ces deux images, celle de gauche qui montre que plus on va vouloir taper plus fort que l'autre, plus on nourrit ce que nous dénonçons, et à un moment donné, forcément, ça va casser, avec des formes différentes à ça. Et le simple fait de dire que c'est l'autre qui a commencé, ou que c'est l'autre qui tape le plus fort, ou que l'autre le fait aussi, ne changera rien à ça. Et puis, il y a celle de droite qui, personnellement, m'inspire davantage, qui est incarner quelque chose et accepter qu'avec le temps, ça puisse devenir contagieux, comme quoi il y a des contagions positives, jusqu'à ce que petit à petit, il y ait un point de bascule. Voilà pour cette première partie de la conférence. Est-ce que... Hop, je vais remettre du son. Est-ce que, Séverine, il y a des questions, des remarques? Ou si vous en avez là maintenant, vous pouvez les poser dans le chat. Oui, en fait, on avait des remarques au fur et à mesure. Ouais. Donc, Gilles qui nous disait que pour le modèle rêvé, enfin, du moins le monde dont on rêve, il faut être au moins deux. Voilà, j'ai Emmanuel. Ah oui, non, mais qui disait plutôt effectivement hein, que c'est Didier et Emmanuel qui échangeaient sur le fait qu'ils essayaient de s'éloigner, en tout cas, des infos continues. Ça, j'avais vu ça. Et en même temps, moi, j'ai essayé d'enlever les bips et j'y suis arrivée. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plein de gens qui m'ont aidé aussi pour ça. Mais franchement, ça serait super que vous puissiez nous partager peut-être voilà, des questions, des remarques, effectivement, par rapport à cette première partie. Des personnes en salle d'attente. Ah oui, oui, oui. Donc, il y a Didier qui propose de nous faire un apport complémentaire par rapport à l'inclusion. Didier, si vous voulez vous exprimer ou nous envoyer un commentaire comme tu veux, Philippe. J'imagine que le commentaire serait peut-être un peu compliqué sur le chat. Et ma crainte, c'est que si d'autres veulent le faire, ça peut devenir compliqué pour la conférence. Donc, OK, peut-être pour une personne, je vais juste réagir à ce que tu me partageais là. Une personne qui dit qu'il faut être au moins deux. En fait, j'ai une vision différente. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins moi. Parce que si je commence à attendre qu'on soit deux, le chemin ne se fera pas. Vous pouvez regarder, alors malheureusement, je pense que je déplore, je regrette qu'on n'en fasse pas davantage la promotion, mais il y a des personnes qui un jour ont eu une idée, ils se sont dit je vais le faire. Par exemple, il y a un monsieur, j'espère que vous le connaissez, ce n'est pas le cas, allez lire ou écouter des interviews de lui, c'est Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, il était OS chez Renault, si je me souviens bien. Et un jour, il a dit, cette vie ne me va pas, je quitte tout. Il a trouvé une terre dont personne ne voulait, de mémoire en Ardèche.
et il a commencé tout seul à appliquer une autre façon de vivre, une autre façon de cultiver. Et aujourd'hui, Pierre Rabhi, il a fait école, quoi. C'est lui qui est de l'origine de Colibri. Il y a des sociétés, des villages qui se montent sur ce modèle-là. On vient le chercher pour aller dans certains pays d'Afrique où il y a des problèmes d'eau, pour voir comment est-ce qu'on peut cultiver autrement. D'une certaine façon, il a démarré tout seul. C'est lui qui a pris cette décision. Après, effectivement, si nous sommes 2, 3, 4, 10, ça peut être intéressant. Et en même temps, vous allez voir qu'à mesure que le groupe grandit, les mêmes tensions relationnelles vont apparaître. Donc là aussi, ça va probablement demander de nous ajuster, de ralentir. Donc, je dirais, si vous déjà vous êtes prêt dans votre coin à faire quelque chose, faites-le et, laissez-vous surprendre avec l'idée que ça peut faire tâche vide. Alors je suis Ouais, d'accord du coup pour donner 5 minutes. Pardon? oui, j'aime beaucoup ce que dit Laurent là, qui dit je me transforme et par mon exemple, mon rayonnement, je change le monde. C'est ça. Mm. C'est ça. Donc voilà, maintenant vous avez Gandhi et Laurent. Du coup, si tu veux donner la parole, mais sur 2 minutes, parce que il y a d'autres choses qu'on a à voir dans la conférence, à la personne qui l'a demandé tout à l'heure. Bah, je crois que c'était Didier, hein. Didier, si vous voulez partager, c'est OK. Oui, merci. Merci Philippe pour votre conférence. Je voulais simplement noter, ou en tout cas relever un point très important. J'ai la chance, donc je suis SC Clermont 95, je travaille dans l'insertion professionnelle depuis 20 ans, et j'ai la chance également, à titre personnel, d'être impliqué dans un certain nombre d'associations, fondations, notamment Fondation Agir contre l'exclusion. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que à cause du Covid, de la Covid, la pauvreté a fortement augmenté. Le Secours populaire parle de 9 à 10 millions de personnes aujourd'hui, 1 million de personnes en plus dans la pauvreté. En 2021, il va y avoir une très grosse vague, a priori, malheureusement, au premier semestre de chômage qui peut concerner 500, 600 000 personnes en plus, on verra. Et l'idée, en fait, par rapport à un certain groupe, notamment la Fondation Agir contre l'exclusion, c'est d'essayer de passer d'une société où on essaye d'insérer les gens de manière plus ou moins brutale, d'imposer plus ou moins des postes, des métiers. On sait très bien que l'hôtellerie-restauration, ça se casse la figure, donc on aura plus de besoins, on a plus de besoins sur la santé, sur le service à la personne. L'idée, c'est de passer à une société inclusive, c'est-à-dire non plus imposer des choix de métiers, de secteurs à des personnes, mais imposer des choix, on va dire, copartagés. Et dans l'inclusion, il y a aussi l'idée d'intégrer plus facilement ce qu'on appelle les invisibles, c'est-à-dire les personnes qui sont en dehors du marché du travail et qui sont complètement exclues de tout système social ou autre. Et puis aussi les personnes dans la société, dans l'entreprise, qui sont invisibles parce que pas à leur place, pas à leur poste, les personnes multipotentielles qui sont un peu mis de côté, etc., etc. Donc il y a un gros sujet là-dessus, sur l'inclusion. Merci Didier. Merci. Merci. Et puis merci pour cette initiative qui cherche à inclure des personnes. J'aime bien l'idée malheureusement du terme invisible, pas dans les stats. Je vais pousser plus loin l'idée d'inclusion. L'inclusion pour moi, c'est aussi j'inclus les gens qui me dérangent. Par exemple, tant qu'on fera une opposition entre les riches et les pauvres, avec d'un côté les méchants et de l'autre les bons, on fera de l'exclusion, on ne fera pas de l'inclusion. Quand on va vouloir jouer une religion contre une autre, au lieu de chercher à les faire vivre ensemble, quand on oppose les hommes et les femmes, tous ces endroits d'opposition vont créer du conflit. Et je pense que l'inclusion la plus difficile à faire, c'est l'inclusion des personnes qui me dérangent. Et elles peuvent avoir des caractéristiques très différentes selon qui nous sommes et là où nous en sommes. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Séverine? Parce que du coup, j'ai du mal à suivre le... Alors attends. Le chat. Oui. Alors écoute, oui, il y avait Céline, hein, qui disait que ça lui évoquait l'histoire du colibri, hein. Donc Oui. ça, voilà. Et puis Frédéric qui nous disait que dans l'esprit donc de tes propos, hein, voici une règle de la santé holistique, l'énergie suit la conscience. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec ça. Je vais même aller plus loin, je pense que nous allons attirer à nous ce avec quoi nous vivons. Donc je vais attirer à moi ce dont j'ai peur si je vibre de la peur, ou je vais davantage attirer à moi ce qui me semble positif si je suis dans une énergie plus positive. Oui, je suis d'accord avec ça.